Voilà, les prochains exposés concernent effectivement les restructurations et les liquidations. Pour vous en parler, j'invite Philippe Malherbe, professeur à l'UCL, avocat, et Jean-François Mouchet, avocat également, à prendre la parole pour une demi-heure. Bonjour, donc on va parler de restructuration et de liquidation, l'un étant probablement plus gai dans la vie d'une entreprise que l'autre, mais les deux sont intéressants bien sûr. Alors pourquoi restructurer ? Le but peut être de créer un groupe, on a parlé de groupe tout à l'heure, ça peut être aussi de créer des partenariats. On retire une branche d'activité pour en faire une société dans laquelle on fait entrer un actionnaire à 50% qui met autre chose dedans pour développer quelque chose de neuf. Et bien sûr, la question de l'économie d'échelle. Quand j'étais à l'université, on parlait de « small is beautiful », mais c'est un débat qui reste très actuel. Est-ce qu'il faut être grand ou est-ce qu'il faut être petit et agile ? Alors, si on veut restructurer, la première question, c'est de savoir ce qui est faisable juridiquement. Et donc, il faut connaître sur le bout des doigts la boîte à outils du restructurateur, ou restructureur, je ne sais pas comment il faut dire. Qu'est-ce qu'il faut faire comme opération, fusion, scission et tout ce qu'on va voir. On peut aussi transformer la société et on peut aussi transférer le siège statutaire, réel. On a vu que ça changeait, mais il faut voir ce qui prévaut dans l'autre pays. Et vous connaissez le phénomène de réincorporation en Amérique quand une société se fait coter en bourse. Assez souvent, s'il n'était pas constitué au Delaware, elle va se réincorporer au Delaware. Est-ce que nous allons devenir le Delaware de l'Europe et que Euronext devienne la première place boursière du monde, supplantant la City qui, bien sûr, va sombrer dans la Tamise à la suite du Brexit ? Je crois que j'incarne les rêves les plus fous du ministre de la Justice que nous aimons tant, mais il faudrait que nous incarnions également les rêves les plus fous du ministre des Finances, car il y a pour ça toujours le précompte mobilier sur les dividendes qui nous met totalement hors compétition. N'oublions jamais que le fiscal est intimement lié à l'activité économique. Alors, qui est partie prenante dans une fusion, comme d'ailleurs dans la vie en général des sociétés, mais comme la restructuration est un moment de crise, au sens étymologique du terme, un moment de jugement, les actionnaires sont bien sûr concernés, mais également les porteurs d'autres titres, les travailleurs, les créanciers, et l'un de ces créanciers est évidemment le fisc. Alors, il faut voir si l'opération de restructuration est fiscalement faisable. Car une restructuration, une fusion, en général, va comporter la réalisation de toutes les plus-values et donc créer une base taxable qui est immense puisqu'elle comporte le goodwill, c'est-à-dire l'écart entre la valeur de l'entreprise et son actif comptable. Donc, si c'est taxable, c'est la catastrophe et donc on ne fait pas l'opération, c'est évident. C'est pour ça qu'il y a un régime de neutralité qui existe le plus souvent en droit interne et qui existe aussi selon les paramètres de la directive fusion en droit européen. Pour avoir la neutralité, il faut une série de conditions de fond, mais également ne pas avoir, que l'opération n'ait pas un but principal de fraude ou d'évasion fiscale, formule consacrée. Personnellement, je n'ai pas encore compris comment une fusion qui se fait au vu et au su de tout le monde pourrait avoir un but de fraude fiscale, mais je suppose qu'un jour on me l'expliquera. Quant à l'évasion, évidemment, ça c'est possible, puisque l'évasion consiste à s'évader, et par définition, si on quitte un enfer fiscal pour aller s'établir dans un relatif paradis fiscal, en tout cas un autre pays où les impôts sont moindres, c'est littéralement de l'évasion. Est-ce qu'on peut se passer de la neutralité fiscale ? Est-ce qu'on peut rendre l'opération imposable ? Parfois, on y a avantage, notamment en raison des problèmes, particulièrement en droit belge, du régime des pertes. La fusion fait disparaître une bonne partie des pertes, suivant une formule que les étudiants n'aiment pas, parce qu'il y a une règle de 3 dedans. Cette disparition de perte est évidemment une perte pour la société. Rappelons-nous l'arrêt Cobelfred dans un autre contexte, mais qui a bien exprimé que les pertes étaient un actif, puisque ça permet une réduction d'impôt ultérieure. Donc, on pourrait préférer une fusion taxée,
qui ne serait pas taxé effectivement, puisque les pertes empêcheraient la taxation. La neutralité a une fin, ce n'est pas une exonération définitive, et elle prend fin lors de la vente des actifs, mais c'est assez rare qu'on vende effectivement le goodwill, ça peut arriver, mais c'est rare, mais également lors de la vente des actions. Et bien entendu, s'il y a taxation lors de la vente des actions et lors de la vente des actifs, et que les gens soient assez bêtes pour réaliser les deux opérations en même temps, il y aura une double taxation. Vous me direz, oui, mais les plus-values sur actions sont exonérées. Je vous répondrai, relisez seulement si vous avez plus de 10%. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous avons créé, par la récente réforme fiscale, un problème, à mon avis substantiel, de double imposition dans cette hypothèse. Type d'opération, pas grand-chose de neuf, fusion par absorption, société nouvelle, opération assimilée, notamment la fusion en action et la fusion en action de groupe, quand on n'a pas la mère qui est mère à 100%, mais qui est mère à pratiquement 100%, également de façon indirecte. Scission par absorption, constitution de société nouvelle ou mixte, et les opérations assimilées, scission partielle et quelque chose que l'exposé des motifs dit comme étant improbable, enfin on l'a quand même mis dans le texte pour si jamais l'avocat pouvait trouver une hypothèse où ça s'applique, la fusion partielle, qui ressemble à mon avis à une scission partielle. Également, apport d'universalité et de branches d'activité, cession d'universalité, de branches d'activité, et bien sûr aussi les opérations transfrontalières, où, comme on l'a déjà souligné ce matin, les deux lois, ou les trois lois, les 27, 28 lois, seront appliquées de façon distributive. Donc il faudra toujours vérifier comment l'opération est organisée dans l'autre pays, et ça avec humilité, parce que ce n'est pas parce que chez nous, ce sont tels organes qui font telle chose, que c'est la même chose ailleurs, notamment l'organe certificateur, chez nous c'est le notaire, à qui nous faisons très justement confiance. Dans d'autres juridictions, ce sont les tribunaux ou d'autres organes qui entérinent la fusion. Alors, le champ d'application, c'est toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique par le présent code, donc c'est vraiment très large puisque ça s'applique à tout le monde. Un truc dont je n'ai pas encore compris l'utilité pratique, mais je crois qu'on pourra un jour y consacrer un exposé dans un séminaire, c'est la fusion de sociétés en liquidation, ça va encore, ou en faillite. Et oui, rions, mais ça peut être une solution. Après tout, si on est créancier d'une société en faillite et qu'on a la perspective habituelle de recevoir rien du tout, peut-être qu'il vaut mieux recevoir une action qui s'avérera être une bonne action dans quelques années. Pourquoi ne pas songer à cela? Je crois qu'il faut être un peu créatif dans les solutions faillites qui, pour le moment, ou bien aboutissent à la catastrophe, ou bien aboutissent à remettre une fripouille en selle. J'en ai écrit par ailleurs. Pour les associations, la version actuelle du texte ne prévoit que l'apport d'universalité et l'apport de branche, ou la cession, mais on a vu là-dedans une lacune, pas tellement que ça. La fusion n'est pas organisée par le texte actuel, mais suivant la formule consacrée, elle pourrait l'être par une nouvelle version du texte, mais il n'y a pas de vraie fusion, puisque, par définition, il n'y a pas de droits patrimoniaux pour l'actionnaire, puisqu'il n'est pas actionnaire, il est associé, mais associé d'une association, ça n'a pas de valeur économique, on l'a expliqué. Donc ce n'est pas indispensable d'avoir une fusion, un apport d'universalité pourrait faire l'affaire, à part qu'on reste à ce moment-là avec une coquille vide qu'il faut encore liquider. Et donc c'est peut-être pas superflu de prévoir une procédure de liquidation, mais la problématique de la fusion d'associations n'est pas exactement la même qu'une problématique de fusion de société. On a également souligné que la fusion triangulaire, où on apporte ses actifs à une société en échange d'actions d'une autre société, la mère, dont les actions sont cotées et que c'est quand même plus pratique, n'est pas organisée, mais probablement qu'il y a moyen de bricoler avec un peu de créativité. Alors, comme il n'y a plus de capital, on a dû définir la soulte, qui est de 10% du capital qui n'existe plus, et on a mis un texte dont on voit que la traduction française voulait dire le contraire de ce qu'elle voulait dire, puisqu'on avait oublié un mot, mais tout ça sera rectifié, d'ailleurs aussi modifié probablement par la nouvelle version. Les créanciers peuvent demander la fixation de sûreté, même pour des créances qui ne sont pas encore exigibles ou disputées. L'action se fait en référé dans un des paragraphes ou comme en référé dans les autres, donc ce sera probablement ça qui va l'emporter.
Il y a la solidarité éventuelle des bénéficiaires de l'opération, notamment dans les scissions. Il y a une répartition des dettes qui est parfois claire, parfois pas claire. Donc là, il y a toujours matière à réflexion. Et bien entendu, il y a des sociétés sans limitation de responsabilité où la solidarité va rester de mise. La scission partielle. Vous vous rappelez peut-être qu'elle était inventée quand on a dû désassembler les distributeurs de gaz et d'électricité. Parce que si on faisait une vraie scission, on créait deux sociétés et il fallait transcrire le transfert des canalisations et des tuyaux de la société scindée à la nouvelle société. Les notaires avaient du boulot, les conservateurs, pour les 20 ans à venir. Et donc, il fallait pouvoir laisser le réseau dans une société qui persistait dans son être et mettre la distribution dans une autre, qui a repris le nom de la première, mais enfin, ça, c'est pas gênant. Et donc, c'est là que c'est né, mais ça répondait évidemment à un besoin. Alors, l'opération est définie. Et la scission partielle, chez nous, c'est assez simple. C'est une société qui se crée une sœur en lui apportant des actifs et en ayant les actions attribuées à sa mère. Donc, c'est vraiment une sœur. Ça ressemble un petit peu à un apport de branche, mais le bénéficiaire des actions n'est pas le même. Est-ce qu'on peut faire une scission partielle totalement asymétrique ? Probablement que oui, c'est-à-dire une scission partielle où une partie des actionnaires reçoivent toutes les actions de la société nouvelle et perdent leurs actions de la société ancienne. C'est une façon, en fait, de créer l'inverse d'une fusion par absorption. Scission partielle silencieuse, ça c'est une invention. On peut transférer des actifs à sa société mère sans avoir d'émission d'actions. Et donc, c'est l'inverse d'un apport de branche d'activité. Donc, vous voyez pourquoi je parle de boîte à outils, parce qu'il y a une série de mécanismes et il faut voir comment on peut défaire ce qu'on a fait l'année d'avant. Il y a toujours un nouveau patron qui vient et qui a une nouvelle patronne et qui a de nouvelles idées. Et si vous comparez la définition de la scission partielle avec celle qui figure dans la directive, vous voyez qu'elle est totalement différente, puisque dans la directive, on doit apporter à la nouvelle société une branche d'activité et laisser dans la société de départ une autre branche d'activité. Donc il faut qu'il y ait deux branches, il faut que l'apport porte sur une branche. Alors en Belgique, ce n'est pas applicable, mais si on fait l'opération internationale, il faut vérifier comment elle est faisable par l'application distributive des deux règles et on revoit les problèmes de cumul limitatif qu'on avait vus en DIP pour savoir si des Italiens pouvaient divorcer en Belgique, hein, vous vous rappelez. Après tout, la scission, c'est une forme de divorce. Bon. La procédure comporte toute une série de papiers, le projet qui doit être déposé, l'organe d'administration doit faire un rapport et éventuellement, si la situation se modifie, doit faire une information complémentaire. Il faut un rapport du commissaire ou d'un réviseur, il faut les comptes des 3 dernières années. Si le projet est postérieur de 6 mois au dernier compte, il faut un état comptable récent. Bon, ça fait toute une série de papiers. Les papiers, c'est lourd, c'est cher, ça prend du temps. Donc, dans quelle mesure on peut les éviter et gagner du temps et de l'argent? C'est une question qui se pose toujours, mais dont la réponse ne peut pas, bien sûr, être synthétisée. Publicité de ces éléments qui peut être allégée moyennant le recours à Internet. On a déjà évoqué ce point. Qui va faire le projet de fusion-scission? De la société duale, c'est le conseil de surveillance, sinon c'est le conseil d'administration. On a évoqué déjà la procédure de conflit d'intérêts intragroupe. Authentique ou sous seing privé, et on peut maintenant faire une cession d'universalité ou de branche sous seing privé, le projet. Avant, il fallait le faire de façon notariée, et je n'ai pas encore trouvé de notaire, peut-être qu'il y en a qui va lever le bras, qui acceptait de faire un projet de cession à une société en formation, ce qui pourtant est normalement ce qui va se passer, parce que ça peut être la bonne formule. Le point de départ du délai d'attente, on se demandait si c'était le dépôt au greffe ou la publication au moniteur. Et on sait que malheureusement, il y a du personnel en déficit au greffe et que donc ça prend du temps. Là, ce sera clarifié, ce sera la date du dépôt et on nous promet que le dépôt sera suivi dans les 10 jours de publication effective, espérons-le, parce que sinon il y aura des problèmes intéressants de responsabilité et de nullité. Il faut que les avocats vivent, bien sûr. Rapport de l'organe d'administration. Pourquoi fait-on l'opération?
et quel est le rapport d'échange. C'est un peu plus court que ce qui est écrit, mais c'est ça la substance. Rapport de vérification, le commissaire ou un réviseur, et dans le texte disponible, l'expert comptable externe n'était plus permis. Suivant les bruits de couloir insistants, le lobbying des experts comptables aurait fonctionné et il serait rétabli. Par contre, le lobbying des entreprises n'a pas fonctionné puisqu'on n'a pas du tout songé à supprimer les rapports superflus, sauf dans le cas de la scission symétrique vers deux sociétés nouvelles, puisque là, forcément, il n'y a même pas de rapport d'échange, on n'a pas besoin d'un avis sur le rapport d'échange. Mais il y a l'interaction entre le rapport sur le rapport d'échange et le rapport sur les apports en nature. Je n'ai jamais compris pourquoi il fallait un rapport sur des apports en nature alors qu'il n'y a rien qui change et qu'on a une société qui persiste dans son être économique en se scindant. Mais ces rapports sont malheureusement toujours nécessaires et même si on a supprimé certains rapports, on vous explique que cette suppression n'est jamais vraiment efficace. Bon, donc les marchands de rapports dont on parlait sont toujours là. Assemblée, condition de quorum habituelle, condition de majorité, normalement les 3/4, parfois l'unanimité, particulièrement quand il s'agit de sociétés à responsabilité illimitée qui seraient absorbantes, mais ceux qui sont absorbés par une société illimitée voudront avoir leur mot à dire. Également en cas de scission asymétrique, d'opération asymétrique, là il faut que tout le monde soit d'accord puisqu'il y a une partie des éléments qui disparaissent du contrôle de certains actionnaires et il peut y avoir une modification de l'objet social qui requerrait la majorité plus renforcée qui serait applicable. L'organe d'administration peut décider de l'absorption dans une annexion à 90%, mais curieusement, ce n'est pas clair qu'il peut le faire aussi quand il est à 100%. Probablement que oui, mais ça gagnerait à être clarifié. Il faut des actes authentiques, puisque le notaire est l'organe légal de validation de ces opérations. Vient ensuite la réalisation de l'opération par cette constatation par le notaire et également quand l'opération est transfrontalière par l'autre organe compétent dans l'autre pays, les autres pays. Et en fin de course, la remise des actions qui clôturent le processus. Voilà ce que je voulais vous dire sur les opérations de restructuration. Il n'y a pas de révolution comme vous le constatez. Voyons maintenant ce qu'il en est en matière de liquidation. Bonjour à tous. Maître Malherbe vous a parlé de la boîte à outils du restructurateur. Je trouve que l'image est assez bien choisie et sera également utile pour comprendre les évolutions en matière de liquidation et les tâches qui attendent le liquidateur. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui sont moins familiers avec la matière de liquidation, j'ai cru utile de vous introduire par un bref historique de la matière. Depuis la codification de 99, vous allez constater que la matière de liquidation a été une de celles où l'activité du législateur a été la plus intense. Elle a commencé en 2006 avec une refonte assez fondamentale qui a conduit à professionnaliser la fonction liquidateur, avec le passage obligé devant le tribunal à deux occasions pour la nomination du liquidateur et pour l'approbation du plan de répartition, sachant que à ce moment-là, on s'est trouvé devant une procédure qui était donc devenue relativement lourde et longue et avec une quasi-impossibilité de réaliser des liquidations en un acte. Ce qui a conduit le ministre ou la ministre de l'époque à produire une circulaire qui était évidemment considérée par beaucoup comme contra legem et qui était une sorte de validation informelle des liquidations en un acte. Cette incertitude s'est terminée en 2012 par une loi qui a donc autorisé les liquidations en un acte, en un jour, comme disent nos collègues néerlandophones. La modification suivante a consisté en 2014 à préciser que pour le recours à cette procédure simplifiée
où il était question d'absence de dette dans l'état comptable, il a été précisé à ce moment-là que les dettes visées étaient des dettes vis-à-vis de tiers. Et la dernière modification, elle est toute récente, elle date du mois de mai 2017, et elle a refondu assez fondamentalement la matière des liquidations, des dissolutions plutôt judiciaires. Et donc là, vous saurez tous en souvenir le choc qu'a constitué une des causes de dissolution judiciaire, à savoir le non-dépôt des comptes annuels après seulement 7 mois, donc qui est le délai normal pour le dépôt de comptes annuels, alors qu'on venait de 3 ans. Alors, pour vous permettre d'appréhender la portée des nouveautés du projet de nouveau code, j'aborderai 4 éléments successivement, à savoir en premier lieu l'assouplissement en matière de liquidation non déficitaire. Ensuite, on verra que les liquidations en un acte seront étendues aux situations où on peut rencontrer des dettes et on peut toujours avoir des dettes vis-à-vis de tiers. Quelques nouveautés en ce qui concerne à la fois la nomination du liquidateur et la notion d'actifs oubliés. Et enfin, un rapide mot sur l'extension de la procédure aux grandes ASBL. Alors, de nouveau, et toujours dans ce même esprit de vous permettre de comprendre là où on va et d'où on vient, un petit rappel du régime actuel, puisque, comme on va voir que des notions nouvelles interviennent, il était utile de se rappeler qu'actuellement, on ne fait pas de distinction entre une liquidation déficitaire ou bénéficiaire. On a dans la procédure d'une liquidation normale, donc c'est-à-dire la procédure qui n'est pas en un acte, on a donc une confirmation obligatoire du liquidateur par le président du tribunal, le dépôt d'un état détaillé en cours de liquidation à plusieurs moments. On a l'obligation d'établir un plan de répartition, de le soumettre également à approbation au président du tribunal, et la possibilité, bien entendu, aussi, dans certains cas et moyennant certaines conditions, de clôturer avec un déficit. Le nouveau régime sera évidemment, vous en doutez, plus souple et répond dans un certain sens à des souhaits de la pratique, puisqu'on va introduire, en introduisant la notion de liquidation déficitaire, on va évidemment ouvrir le champ à des possibilités qui ne pouvaient pas être obtenues actuellement pour les liquidations qui seront positives, donc, ou qui seront bénéficiaires. On introduit également la notion d'actifs oubliés avec comme corollaire une responsabilité pour les actionnaires qui vont récupérer ces actifs en cas de soit survenance de dettes après la clôture de la liquidation ou bien en cas de réouverture de cette liquidation. Au niveau de la liquidation et de la nomination du liquidateur, vous constaterez que le critère de probité a été remplacé ou sera remplacé par un double critère de compétence et d'intégrité. Et enfin, donc, je l'ai déjà évoqué, l'extension des cas de liquidation en un acte. Alors, pour démarrer avec les liquidations non déficitaires, donc le nouveau code prévoit que en cas d'absence de déficit, donc c'est-à-dire que si tous les créanciers peuvent être payés au moment de la clôture de la liquidation, on pourra éviter de devoir soumettre un plan de répartition. Et cette même considération est également prévue à l'ouverture de la liquidation, donc au moment même avant la liquidation, au moment de la décision de dissolution, si l'état comptable ne fait pas apparaître de déficit, l'état comptable donc, qui doit être établi et qui ne doit pas être
daté de plus de 3 mois au moment de la décision de dissolution et de mise en liquidation, et bien donc à ce moment-là, on pourra éviter de devoir soumettre au président du tribunal la confirmation de la nomination du liquidateur, ce qui est évidemment un gain de temps énorme. Et cette absence d'intervention du tribunal, comme je l'ai également déjà dit, ne sera plus nécessaire au moment de la clôture si les comptes établis par le liquidateur font apparaître un solde positif. Et donc, dans une procédure donc normale avec mise en liquidation suivie d'une clôture de liquidation, lorsque la liquidation est positive, donc c'est-à-dire à partir du moment où les créanciers ou tous les créanciers sont désintéressés, dans ce cas-là, la procédure donc sera nettement simplifiée et, entre autres, permettra de passer l'étape d'éviter donc l'étape du plan de répartition. Donc, on attendra du liquidateur qu'il fasse uniquement un rapport et qui sera soumis évidemment à l'assemblée de clôture avec un rapport du commissaire si la société en avait un. Alors, vous allez me dire, mais peut-il y avoir des situations où on a mal évalué la situation comptable de la société? Et effectivement, c'est une situation qui peut se produire et on peut évidemment douter de la première hypothèse qui serait de l'état comptable à établir donc avant la décision de dissolution, qui lui doit être d'office et obligatoirement contrôlé par un professionnel du chiffre. On peut douter que cet état-là ne soit pas le reflet de la réalité et que par après on se rende compte qu'il aurait dû présenter un déficit alors que la première version, va-t-on dire, faisait état d'un bénéfice ou d'une situation positive. Donc, en tous les cas, si on devait rencontrer ce genre de situation, ça n'aurait en tous les cas pas d'effet sur le passé, ça n'obligerait pas de repasser devant le tribunal pour confirmer la nomination du liquidateur. Par contre, si on constate que si l'état était positif au départ, mais devient négatif en cours de liquidation, on va évidemment devoir, à ce moment-là, passer obligatoirement par la case approbation d'un plan de répartition par le tribunal, et de nouveau sans conséquence pour le passé au niveau de la nomination du liquidateur. Par contre, et c'est évidemment une avancée positive, si la situation était négative mais devient positive, on évitera le passage par le tribunal. Alors, je vous ai parlé de l'extension de la procédure en un acte, et elle est effectivement assez remarquable, puisque pour l'instant, on acceptait que cette procédure soit utilisée dans les cas où tous les créanciers tiers étaient désintéressés, à l'exception donc des actionnaires. Donc on acceptait que des dettes subsistent dans la société, mais uniquement vis-à-vis des actionnaires, ce qui était une situation relativement restrictive et qui obligeait parfois à de la gymnastique et à des actes et à des transactions, je dirais, pré-liquidation pour justement arriver à ce que toutes les dettes se retrouvent logées au niveau de l'actionnaire. Ce ne sera plus le cas. Pour autant, et bien entendu, ça va de soi, que ces mêmes tiers acceptent et par écrit et préalablement ce mode de liquidation et donc confirment par écrit qu'ils acceptent une clôture malgré le fait qu'ils ne seront pas désintéressés. Une telle confirmation sera également exigée de la part des actionnaires. Donc, les actionnaires qui resteraient créanciers en même temps donc, de la société devront également soumettre cette confirmation à la société et en particulier au commissaire qui sera chargé dans son rapport de mentionner la réception de ces confirmations écrites. Alors,
La procédure donc en un acte est évidemment toujours réservée au cas où on peut disposer de l'unanimité des actionnaires présents ou représentés. Alors, parmi les nouveautés, et ça c'est je vais dire, quelque chose qui est également inspiré probablement de certains droits étrangers, et on verra qu'effectivement, à propos de la réouverture, c'est quelque chose qui était déjà en cours aux Pays-Bas. Mais donc, parmi les nouveautés, la notion d'actifs oubliés a été introduite pour permettre éventuellement que dans des situations où tous les créanciers n'auraient pas été désintéressés, que ces actifs puissent éventuellement servir à désintéresser en tout ou en partie de tels créanciers. Et donc, il est prévu, le projet de code prévoit que les actionnaires, donc tous les actionnaires d'une société dont la liquidation vient d'être clôturée, deviendront propriétaires de plein droit de tous les actifs, propriétaires de plein droit à titre indivis, de tous les actifs, même ceux qui n'étaient pas connus au moment de la clôture de la liquidation. Et donc, ça pallie en fait l'absence de transfert à titre universel, et donc on confirme en fait une réalité qui était souvent rencontrée par des clauses prévues dans les actes de liquidation qui prévoyaient une attribution donc de tous les actifs, mais ici on vise non seulement les actifs qui étaient connus, mais les actifs qui sont également inconnus. Avec comme corollaire, évidemment, une responsabilité spéciale dans le chef de ces mêmes actionnaires pour les cas où des dettes surviendraient après la clôture et pourraient éventuellement donc être soldées par la réalisation des actifs recouvrés. Alors, cette pratique ne va évidemment pas remettre en cause la responsabilité limitée des administrateurs, parce que j'aurais dû peut-être vous avertir en début de cet exposé qu'effectivement, la matière qui est abordée ici vise essentiellement les sociétés à responsabilité limitée. Donc, on vise essentiellement sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives. On verra tout à l'heure pour la procédure en un acte que les sociétés en non collectif et les sociétés en commandite auront la possibilité de choisir ce mode de dissolution en suivant évidemment une partie de la procédure prévue pour les sociétés à responsabilité limitée, à l'exception du recours à un acte notarié. Donc, et alors, ce qu'il faut encore savoir sur cette notion d'actif oublié, c'est que, évidemment, le délai de prescription est quand même de 5 ans, donc il n'est pas prévu que des créanciers puissent venir, après 5 ans, s'adresser aux actionnaires pour des actifs, pour essayer de récupérer une partie de leur dû sur des actifs oubliés. Alors, le sort donc, de ces actifs oubliés, ou plutôt la responsabilité qui pèse sur les actionnaires qui sont devenus donc, propriétaires de ces actifs oubliés, ne vise que les dettes qui n'avaient pas été payées à la clôture de la liquidation. Donc, ça, c'est évidemment une limitation. Et par contre, lorsqu'il y aura application de la procédure simplifiée donc en un acte, la responsabilité des actionnaires là, vaudra pour tous les cas, dans tous les cas de figure, qu'ils aient connaissance ou pas de ces fameuses dettes oubliées. Alors, une autre nouveauté, et je vous dis, d'autres pays la connaissaient déjà, c'est la possibilité de réouvrir une liquidation clôturée. Alors, c'est donc actuellement l'article 2.95 du nouveau code en projet, qui est et qui, à la lecture, en tous les cas, des textes actuels, fait pencher plutôt vers une application uniquement aux procédures normales, donc avec ouverture et clôture de liquidation, et pas aux procédures simplifiées.
Et une autre limitation concerne le fait qu'on ne pourra réouvrir une liquidation que dans le cas où elle était déficitaire au moment de la clôture, c'est important de préciser, et s'il apparaît qu'un ou plusieurs actifs avaient été oubliés. Donc, en gros, si on a une liquidation bénéficiaire, que des actifs avaient été oubliés et qu'on constate que des dettes surgissent après la clôture, il n'y aura pas de possibilité de réouvrir cette liquidation. Et autre condition d'application de cette procédure, elle n'est ouverte qu'aux créanciers et donc pas aux actionnaires. Alors, cette réouverture va avoir des conséquences. Elle sera introduite par requête contre le dernier liquidateur en fonction, et c'est donc une des raisons qui me fait penser que cette procédure sera ouverte uniquement dans les cas de liquidation normale. Et on a quand même également pensé à la réalité, et on a exclu, si on veut, le recours à cette procédure dans les cas où les actifs ne permettraient pas décemment de couvrir les frais d'une telle réouverture, puisque qui dit réouverture dit de nouveau clôture en fin de parcours. Donc, ce qui veut dire que là, des considérations économiques seront certainement prises en compte par le tribunal lorsqu'il sera amené à examiner une telle demande. Et donc, je vous disais... Je dois conclure bientôt. Oui. Donc simplement, pour terminer sur ce sujet, la réouverture permettra donc au liquidateur de rentrer en fonction, c'est le dernier liquidateur qui rentrera en fonction, et la société recouvrera la personnalité juridique comme s'il n'y avait pas eu de liquidation ni de clôture de liquidation en tous les cas. Alors simplement, pour vous avertir encore de deux choses concernant la nomination du liquidateur. L'oubli qu'il y avait dans le code actuel concernant la mise en équivalence de la personne physique représentant la personne morale a été corrigé. Et donc, à partir de maintenant, à partir de l'introduction du nouveau code, une personne morale devra de toute façon toujours être représentée par une personne physique et qui supportera le même type de responsabilité. Et nouveauté également, quand on nomme une personne morale, l'Assemblée générale de la société liquidée devra également donner son approbation sur cette personne. Et petit détail, pour les sociétés qui auraient transféré leur siège à plusieurs reprises dans les 6 derniers mois qui précèdent une dissolution, il y aura un choix. Le tribunal compétent sera celui qui était compétent 6 mois avant la mise en liquidation. Alors, j'ai quasiment terminé puisque le dernier slide concernait l'extension de la procédure aux ASBL et aux fondations. Donc, il y a maintenant un corps de texte qui est applicable à la fois aux ASBL, aux AISBL et aux fondations, sachant que l'application sera réservée aux très grandes ASBL. Dans le slide, il est écrit grandes ASBL, ce sont les très grandes, donc celles qui sont obligées de désigner un commissaire et d'établir des comptes selon le schéma complet. Et donc voilà, ça me permet maintenant donc de clôturer en vous disant que les avancées seront certainement accueillies avec bienveillance par la pratique, parce qu'elles devraient permettre de simplifier et d'accélérer certaines procédures, et d'un autre côté, d'ouvrir de possibilités là où on constate que des actifs ont été oubliés. Je vous remercie.